Hello hello, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. Il y a quelques jours je vous ai demandé sur TikTok de me poser des questions auxquelles je répondrai sur YouTube et vous l'avez fait. On va y aller tout de suite, je vais commencer par les questions perso parce que il y en a moins. Alors, une musique qui me touche beaucoup, alors je pense à plein de musiques parce que la musique j'adore, mais je dirais en premier Family Line de Conan Gray parce qu'elle me touche très particulièrement cette musique. Et je l'aime d'amour, plus en concert, elle est quand même assez exceptionnelle. Donc, est-ce que j'ai une muse ou une personne qui m'inspire? Alors, j'ai préféré le mettre dans les questions perso parce que je me dis que ça aurait pu être sur les livres que j'écris, mais pas forcément. Parce que dans les livres que j'écris, j'ai pas de muse ou de personnage qui m'inspire, enfin de personnes qui m'inspirent pour mes personnages. Par contre, dans la vie de tous les jours, oui, j'ai des inspirations, il y en a trois particulièrement. Mon arrière-grand-mère qui est décédée il y a pas si longtemps, mais qui justement a vraiment prouvé ce que j'ai toujours pensé d'elle, c'est que c'est une lumière. Réellement, c'est une lumière. C'était une personne hyper positive, hyper enthousiaste. À 92-13 ans, t'as vécu tellement de choses, tellement de drames, que je pense que toute personne de cet âge-là a un esprit hyper fort. C'est mon point de vue. Et ensuite, dans des personnes qui sont vivantes, thanks God. Il y a deux personnes qui m'inspirent beaucoup, j'en parlerai pas forcément parce que je trouve ça hyper personnel, mais littéralement, elles m'inspirent tellement que j'ai gravé quelque chose qui leur appartienne sur mon corps. J'ai tatoué des choses pour ces personnes-là. Parce qu'elles sont très importantes pour moi, elles sont terriblement courageuses. Je trouve ça remarquable. Bref. Au fond de moi, qu'est-ce qui me rend folle de rage, sujets sociétaux, politiques ou autres? Alors, je passe ma vie à faire des TikTok sur les choses qui m'énervent, mais en ce moment, ce qui m'énerve le plus, c'est la shame. Par exemple, je pense à Greta Thunberg, qui filme des choses, c'est hyper courageux pour dénoncer des points, qui est bien plus courageuse que la plupart d'entre nous, et c'est pour ça qu'elle est connue comme elle est connue aujourd'hui. Et les gens vont la shame parce qu'elle a un iPhone. Vous voyez? Shame des gens qui font 15 fois plus que ce que vous faites pour la planète de manière générale, ça me rend dingue. Donc cette shame-là. Et la shame des bisexuels. Genre les bisexuels sont très mal vus de la part de la communauté LGBT, et même pas d'ailleurs, hein, de tout le monde, mais aussi de cette communauté. Et ça m'énerve parce que je trouve ça injuste qu'il y ait des personnes gays qui te disent ouvertement ouais, t'es bi mais tu sors qu'avec des hommes donc en fait t'es pas bi. Et qui vont te sortir des statistiques pardon, comme quoi 84% des femmes bi sortent avec des hommes en finalité. Et alors, littéralement, la bisexualité est la bisexualité. C'est un spectre. Il y a des gens qui sont plus attirés par les hommes, il y a des gens qui sont plus attirés par les femmes. Même en étant plus attiré par les femmes, tu peux finir avec un homme. Et la société, de base, fait que c'est plus facile de trouver un couple hétéro que de trouver un couple homosexuel. Tout simplement. En fait, je comprends pas où est-ce que vous avez ouvert un débat sur une sexualité qui n'est pas la vôtre. Je comprends pas comment ça vous concerne. Je ne comprends pas en quoi le pourcentage de bi qui sort avec un homme ou qui sort avec une femme vous concerne. Je ne comprends pas en quoi c'est un problème sociétal. Et ce qui me rend encore plus ouf dans ces débats-là, c'est que c'est souvent des hommes qui pètent un câble parce que les femmes sortent majoritairement avec des hommes. Pourquoi ça t'énerve? Si cette statistique pour une fois va dans ton sens, pourquoi est-ce que tu t'énerves? Bref. Alors il y a deux questions qui vont ensemble. Est-ce que tu aimes voyager et prochain voyage? Alors oui, j'aime voyager du coup. Et prochain voyage, je ne sais pas. Tout simplement parce que je rentre de voyage. En vrai, je suis rentrée il y a 1 mois et demi d'Écosse. Donc pour l'instant, prochain voyage, je n'ai pas prévu. Mon copain voudrait aller au Maroc. Ça me hype pas tant que ça. Et on devait aller en Grèce avec sa mère. Donc je ne sais pas ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu. Je ne peux pas vous dire. Mais peut-être Maroc ou Grèce. I don't know. Simple mais important, comment vas-tu en ce moment, Agathe? Merci Zoé. Je vais bien. Je dirais que j'ai connu bien mieux, mais j'ai connu bien pire aussi. En fait, c'est juste que je suis dans une période un peu de stand-by et c'est abominable. Voilà. Genre vraiment, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je n'ai pas vraiment d'argent pour entamer des projets. Je suis pas spécialement heureuse. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans une parenthèse qui me rend pas forcément heureuse, mais que je dois vivre parce qu'il faut bien un moment que je trouve un petit peu où je veux aller pour que ça aille mieux. En fait, je suis vraiment dans une période de creux et je déteste ça. C'est hyper désagréable et puis ça commence à faire un petit moment. En fait, j'ai juste peur de rester dans ce creux et de finir par m'y conforter et de jamais évoluer par rapport à tout ça. Mais ça ira en fait. Des fois, j'arrive à me dire, Agathe, t'as 21 ans. C'est pas grave d'être dans une période de creux, t'as un diplôme, tu peux toujours te relever, tu peux toujours faire quelque chose. C'est pas parce que ton diplôme il a pas particulièrement d'ouverture sur des métiers qu'il est pas bien. Donc, j'essaye de me tranquilliser et de me dire que c'est ok. Mon chanteur préféré et pourquoi? Ou ma chanteuse préférée et pourquoi? Donc, ma chanteuse préférée, je dirais que c'est Solane maintenant. Parce que j'aime trop ce qu'elle fait, ses engagements, etc. Mais mon chanteur préféré, parce que pour le coup, je suis désolée, l'homme gagne. Voilà, c'est Bécard. Pourquoi? Je sais pas. En vrai, pourquoi? Je sais pas. Ses chansons me parlent, mais pas à un point exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de chansons auxquelles je peux pas me référer. Enfin, j'ai toujours aimé Bécard, même bien avant qu'il soit connu comme il l'est aujourd'hui, sachant que c'est pas non plus le rappeur le plus connu du monde. Mais j'ai toujours aimé ce qu'il fait depuis qu'il a
Et depuis qu'il écrit, quasiment, je l'écoute. Donc vraiment, Bécard, quoi. J'aime son évolution, j'aime le fait de l'avoir suivi du début, j'aime tout chez lui. Chaque fois qu'il passe dans la région, il faut que j'aille le voir. Enfin, Bécard, tout simplement. Pourquoi, je sais pas, mais c'est lui. Point. Si tu pouvais manger qu'un seul plat toute ta vie, ce serait quoi? Je ne sais pas, mais quelque chose à base de tomates. Voilà, des tomates farcies, tomates mozza, tomates, des tomates. Point. Ton métier de rêve, si le capitalisme n'existait pas, et ça je vais le relier à une autre question parce que du coup c'est la réponse. Si tu pouvais réaliser ton rêve de café créatif, comment tu l'imagines? Du coup, mon métier de rêve, si le capitalisme n'existait pas, ça serait d'ouvrir un café créatif. Et j'aimerais pouvoir le faire un jour quand même. Et comment je l'imagine, c'est hyper compliqué. C'est vrai que je m'étais jamais vraiment projetée à ce point-là. Je me suis juste projetée vraiment dans les murs et dans l'utile, dans ce que j'aimerais moi proposer comme créativité. Et de comment je voudrais le présenter, c'est-à-dire comment diviser mon espace. Mais j'ai jamais imaginé à quoi il ressemblerait esthétiquement. J'ai juste pensé à quelque chose d'assez sobre pour que les gens puissent développer leur créativité à partir de rien, qu'ils aient pas des choses qui déjà les appellent. Par exemple des couleurs très proéminentes dans la pièce qui pourraient les appeler ou au contraire leur dire bon vas-y j'ai pas envie de mettre de jaune, il y en a partout. Donc un truc assez sobre, mais avec quelques petites inspirations, peut-être des petits cadres par-ci par-là, ou je sais pas, beaucoup de bois. J'adore le bois. Mais après, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un mood board parce que je pense que ça me motiverait un petit peu. Mais j'ai beaucoup aimé cette question. Je vais vous parler maintenant des livres que je lis et pas des livres que j'écris. Ça va être deux sections séparées. J'espère que vous me suivez. Donc, première question, et j'ai vraiment eu du mal à savoir quoi répondre. Quel est l'archétype, je crois, d'un perso que tu aimes le plus? Alors déjà, j'ai dû y réfléchir parce que premier point, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en vrai, de base, j'oublie assez vite les lectures que je lis. Enfin, j'oublie pas forcément le fond de l'histoire, mais je vais rapidement oublier la personnalité des personnages, etc. Du coup, je vais un peu m'inspirer de ce que je lis en ce moment. Et en ce moment, je lis la trilogie absolue. Là, j'en suis au troisième, mais quand j'ai un petit peu pensé à mes réponses, j'en étais même pas au deuxième, j'avais à peine commencé. Donc, j'aurais parlé d'Edward dans l'absolu, mais surtout dans le tome 1. Parce que c'est le Edward, vous savez, très angoissé, très anxieux, qui a l'impression d'être capable de rien, mais qui, dès que ça concerne ses potes, est capable de renverser le monde. C'est quelque chose qui me correspond énormément. Alors, je dis pas que je renverserai le monde parce que je suis hyper courageuse, c'est pas forcément le cas. Mais pour moi, j'ai l'impression que je suis capable de rien. Genre, même aller chez le kiné, ça me fait peur. Toute chose nouvelle m'effraie à un point où je suis capable de la repousser pendant des années. Tout simplement. Donc, ça me correspond énormément. Déjà, l'anxieux, angoissé, je veux dire, c'est quand même le reflet de ma personnalité. Mais vraiment, Edward, dans Absolu, il me correspond énormément parce qu'il ferait n'importe quoi pour ses proches. Et ça, c'est vraiment un truc qui me correspond à 10 000%. Donc, je dirais que l'archétype d'un personnage qui me plaît, c'est le courageux anxieux, qui aime les gens plus que tout au monde et qui est capable de le renverser ce monde pour eux, alors que pour lui, il aurait fait 3 pas en avant, quoi. As-tu un livre lu à l'école qui t'a marqué? Si oui, pourquoi? Alors j'en ai deux en fait. J'en ai un qui m'a marqué parce qu'il m'a traumatisée, Elle s'appelait Sarah. Je pense que beaucoup connaissent parce qu'en vrai c'est assez connu, mais c'est un livre qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, d'une petite fille du coup qui s'appelle Sarah. Et il y a des passages qui sont hyper traumatisants, genre le placard. Pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez. Ça m'a traumatisée, je m'y attendais pas et j'étais hyper jeune quand je l'ai lu. En fait, on avait une panoplie de choix. Enfin, en fait, il y avait plein de livres sur la table et on pouvait choisir. Et vu que j'avais une copine qui s'appelait Sarah, j'avais pris ce livre-là. Et je savais pas du tout de quoi il parlait. J'y ai pensé longtemps après à ce placard, je vais pas vous mentir. Et en deuxième, il y a 1984. Je pense que c'est la première fois que je lisais un livre où la fin me plaisait pas. Déjà, c'était une des premières dystopies que je lisais, donc ça m'a marqué. Et la fin, c'était la première fois qu'une fin me frustrait à ce point-là, au point de me faire croire que je détestais le livre alors que je l'avais adoré, et au point de mettre du temps à m'en remettre déjà, et à me dire, bon en fait non, c'était une super lecture quoi. Qu'aimes-tu dans le BookTok? Et à l'inverse, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Alors qu'est-ce que j'aime? Je dirais la bienveillance entre tout le monde, que tu sois auteur ou que tu sois juste un lecteur. Il y a une très grande bienveillance dans le BookTok que j'aime énormément. Voilà. Et je trouve que plus on avance dans les années, plus elle est présente d'ailleurs. Parce qu'avant, c'était compliqué, hein. Il y avait un petit groupe et puis les autres, ils se démerdaient quoi. Maintenant, je trouve que quand même, tu peux discuter un petit peu avec tout le monde. J'aime bien aussi parce que c'est quasiment toujours des gens qui sont très ouverts d'esprit, donc sur plein de sujets, sur l'intégrité de chacun surtout. Je trouve ça hyper important. Donc, je dirais la bienveillance du BookTok. Et en point que je n'aime pas, il y en a deux principalement, I guess. Il y a les stories. Je supporte pas. En fait, récemment, je me suis abonnée à pas mal de monde sur BookTok que je connaissais pas. J'essaie de découvrir des comptes, etc. Sauf que les trois quarts des comptes que je me suis mis à suivre republient tout le BookTok. Et ça m'énerve. Ah, j'aime pas les stories. C'est un truc qui me saoule. À la limite, tu republies ton propre TikTok pour te donner un peu de visibilité. Ok. Tu mets 2-3 trucs en story, genre live ce soir avec un tel pour nous donner des infos. Ok. Mais que tu republies les TikTok de tout le monde dans ta story, ça me rend dingue. Il y a un onglet sur TikTok qui est republication. Déjà, les stories TikTok, j'ai un peu du mal à comprendre. Déjà, tous les réseaux qui deviennent les mêmes m'énervent. Sur Instagram, vous savez, c'est un truc qui... ça n'a rien à voir, mais la petite loupe d'Instagram, quand on clique dessus maintenant, il n'y a plus de photos. C'est que des reels.
Voilà. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça fou. Genre, les photos Instagram ne sont plus une priorité, alors qu'Instagram à la base c'était des photos. Bref. Instagram devient TikTok, TikTok devient Instagram, ça me... Du coup, un deuxième point qui me saoule sur le BookTok, c'est la romance et la dark romance. Alors c'est pas en soi que ça me dérange, c'est juste que je trouve que, encore une fois, c'est ce qu'on voit le plus, quoi. Alors moi ça va parce que je suis beaucoup de monde qui aime le fantastique et la fantasy, mais il y a toujours des personnes qui disent être fans de littérature et qui se concentrent que sur ce genre-là. Je trouve ça dommage. Voilà. Un livre que tu pourrais relire encore et encore. Alors je pense notamment à La Porte qui chuchote. Je vous l'ai dit dans mon TikTok sur les 7 péchés capitaux. Le livre que je pourrais relire en permanence, c'est celui-ci. Donc voilà. Parce que pour moi, c'est un petit bon mot alors qu'il traite de sujets hyper violents comme le deuil, la mort, beaucoup de choses qui sont hyper difficiles quand même et que j'ai trouvé absolument génial. Tu penses quoi de cette catégorisation de livres par trope? Je ne comprends rien aux tropes. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Alors, moi, tu me parles de slow burn, ça va. Tu me sors un autre terme, je comprends rien. Déjà, je lis pas de romance ou très peu. Donc je ne connais pas vos termes. Enemy to Lovers, encore ça me parle. Mais après, je comprends rien. Donc les trois quarts des tropes, je ne les connais pas, je ne les comprends pas. Et du coup, ben, j'en pense rien parce que je suis juste perdue en fait. Je suis juste une grosse boumeuse. Voilà, c'est exactement la réponse que t'attendais, Mélie, je le sais. Donc voilà, tu l'as eu. L'auteur que tu ne souhaites pas lire et pourquoi? Alors, Colleen Hoover, évidemment. Freda McLaren, j'en ai déjà lu un, donc ça marche pas tellement, mais voilà. C'est juste des gens que je supporte pas, que j'aime pas voir autant. Freda McLaren, on la voit juste beaucoup trop, genre faut doser à un moment donné, je veux bien. Une parution par an, ça me paraît suffisant. Voilà. Et Colleen Hoover, bon bah j'ai même pas besoin de parler, je pense que tout le monde le sait maintenant. Et à l'inverse, du coup, l'auteur que tu as le plus lu et pourquoi? Alors je pense que ça sera Virginie Grimaldi ou David Fuenkinos. C'est pas parce que c'est mes auteurs préférés, même si en soi je les adore, mais c'est parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à eux, il y avait déjà énormément de leurs livres qui étaient sortis en poche. Donc ça m'a permis de les lire et du coup de pouvoir racheter les suivants, en relire, racheter, relire parce que ça me coûtait pas 25 € à chaque fois que je voulais en acheter un. Et du coup, ça m'a permis de les connaître hyper vite et hyper bien, de connaître quasiment toute la bibliothèque hyper vite parce que ben c'était déjà tout paru et que c'était déjà tout paru d'une manière hyper accessible. Donc je pense que c'est eux que j'ai le plus lu. Mais après je les adore, hein. Franchement je les adore. Mais c'est pas mes auteurs préférés, c'était juste que eux c'était les plus simples à lire. Puis quand je les achetais, les livres coûtaient encore 7 € donc c'était moins cher. Alors qu'aujourd'hui bon. Voilà. Le livre que tu recommanderas toujours, bah je pense que j'aurais recommandé Sous la porte qui chuchote. Je vais aller me faire foutre. Je parlerai de La dernière allumette de Marie Pareil, puisque c'est un sujet qui est juste hyper important et donc tout le monde devrait lire, je pense, que tout le monde devrait lire, c'est plus français. Donc je pense que je dirais lui, parce qu'il est accessible à tous. Et sinon, je dirais Rejoins-moi à Whisperwood, parce que je trouve ce livre absolument magnifique, et que pareil, il traite de sujets importants. Et celui que tu détestes, bah vous le savez déjà, je vais pas en parler 1000 ans parce que j'en ai déjà parlé partout, mais c'est Des vents contraires de Olivia Adam qui est juste infect. Voilà. Tu lis des fanfics? Non. Non, pas du tout. J'en ai jamais lu de ma vie, même quand j'avais 12-13 ans et que c'était grave populaire sur Wattpad où j'étais beaucoup à stage, j'en lisais pas. Ça m'intéresse pas du tout. J'ai du mal. Enfin, en fait, je pense que je m'attache pas suffisamment fort aux personnages de livres ou de séries ou de peu importe que je regarde pour m'intéresser aux fanfics. Il y en avait plein Harry Potter et j'adore Harry Potter. J'adorais beaucoup Harry Potter, surtout quand j'étais au collège. Aujourd'hui, bon, j'avoue que j'ai beaucoup moins d'intérêt pour cette série de livres comme de films. Mais même à l'époque, les fanfics dessus m'intéressaient pas du tout. Je sais pas pourquoi. Les fanfics, ça m'attire pas du tout. Si tu pouvais choisir 2 livres à prendre sur une île déserte avec toi. Ah oui, ça fait pas beaucoup, hein. 2. Je dirais peut-être La vie invisible d'Adi Larue parce que j'ai 2 tomes et du coup, bah au pire, il y en aurait toujours un qui va bien ici. Parce que sur une île déserte, ils vont prendre le soleil, ça me fait de la peine. Et puis j'adore Baby Shape, donc tout simplement oui. Et en deuxième, The Midnight Library de Matt Haig. Parce que je pense que ça me ferait du bien. Parce que c'est un petit livre un peu doux, qui est pas désagréable à lire et qui redonne un peu d'espoir. Je pense que si je suis toute seule sur une île déserte, j'aurais bien besoin de ça. Le personnage de livre que tu as lu ou écrit qui te ressemble le plus, correspond le plus. Alors pour lu, je dirais du coup Edward, comme je vous expliquais tout à l'heure. Que j'ai écrit, je dirais Tina, de mon prochain livre. Donc vous verrez. La dernière question par rapport au livre que je lis. Tu te souviens du ou des premiers livres que tu as lus? Donc des livres plutôt de mon enfance. Alors pour vraiment ce qui est de mon enfance, ça serait les J'aime lire, mais du coup il n'y a pas d'auteur particulier. Mais je lisais énormément de J'aime lire. Je lisais énormément Les Cabanes Magiques aussi. Et Le Club des Chats. Le Club des Chats, qu'est-ce que je l'ai saigné. Oh là là, je le lisais en boucle. Après, plus tard au collège, j'ai beaucoup lu Hors de moi de Florence Nickel. Je l'ai lu 1 milliard de fois. Ensuite, on va parler de mon écriture. Wouhou. Tu écris avec ou sans musique? Alors, j'écris principalement sans musique parce que j'en ai pas besoin. Mais par contre, si j'écris dans un lieu public, je vais plus facilement mettre de la musique dans mes écouteurs parce que c'est plus simple pour moi vu que je suis misophone. J'ai tendance à me focaliser sur tous les petits bruits qui peuvent exister autour de moi. Donc ça va me stresser. Donc si je suis dehors, je vais mettre des musiques potentiellement sans son plutôt.
Sans son, bah non, sans parole. Sinon, je peux écouter des musiques en anglais. Genre, à un moment, j'écoutais énormément Olivia Dean quand j'écrivais parce que je la connaissais pas très très bien. Et du coup, ça me permettait de pas me concentrer sur les paroles. Et aujourd'hui, je connais trop bien ces paroles pour l'écouter quand j'écris. Mais globalement, j'écris sans musique. Routine avant d'écrire. Source d'inspiration avant d'écrire. Alors, je vais être très simple. Non, j'en ai pas. J'ai pas de routine avant d'écrire parce que j'ai pas envie de me dire, ok, il faut que je fasse ça, ça et ça pour pouvoir écrire tranquille. Si j'écris à un moment, j'écris à un moment. Si je veux écrire à 2h du matin parce que d'un coup je suis inspirée, je vais écrire à 2h du matin. Si je veux écrire à 8h du matin, j'écris à 8h du matin. En fait, peu importe. Je peux écrire n'importe où, n'importe quand. Et je veux pas du coup me mettre de routine parce que j'ai peur que ça influe. Et encore moins de sources d'inspiration avant d'écrire. Je vais pas lire un truc pour m'inspirer avant d'écrire. C'est hors de question, en fait. Au contraire, même si je termine un livre, je vais pas tout de suite aller écrire derrière parce que j'aurais trop peur de m'inspirer du style de l'auteur ou de quelque chose. Je préfère écrire tranquillou sans avoir rien fait avant, pas de source d'inspiration, rien du tout. Me remettre dans mon truc par rapport à moi-même. Voilà. Que fais-tu en cas de syndrome de la page blanche ou pour trouver l'inspiration? Alors, pour trouver de l'inspiration, du coup, rien. Et en cas de syndrome de la page blanche, pareil, je fais absolument rien. Alors, ça a changé récemment parce que du coup j'ai eu une grosse panne pour le livre que je suis en train d'écrire, j'arrivais plus à avancer, ça allait pas dans le sens que je voulais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment refondé toute une frise chronologique sur plusieurs pages pour tout remettre dans l'ordre de mes éléments et ça m'a permis d'avancer. Mais par contre, si je suis dans une période où je le sens pas et que j'ai pas envie d'écrire, je vais pas me forcer parce que je trouve ça débile et ça se ressent dans mon écriture, je trouve. Donc je préfère ne rien faire du tout. Voilà, attendre que ça revienne naturellement. En plus, vu que c'est pas non plus mon métier, genre que ça reste un hobby, bah c'est pas grave. Genre pour moi, c'est comme la lecture, si d'un coup j'ai plus du tout envie de lire et que je le sens pas, je vais m'arrêter de lire, c'est pas grave, c'est pas genre une obligation. J'ai le temps et j'ai toute ma vie devant moi, donc si à un moment ça marche pas, ce n'est pas grave. Il y a une façon d'écrire les personnages détestables en utilisant des qualités ou des défauts de ceux qu'on n'aime pas dans la vraie vie. Est-ce que tu utilises cette théorie? Donc, j'avais mis un peu de temps à comprendre réellement la question parce que je suis un peu conne. Et du coup, j'ai compris que c'était genre des personnes que je déteste en vrai. Est-ce que je vais réutiliser leurs qualités et leurs défauts pour écrire des personnages que je déteste, enfin des personnages détestables? Du coup, je dirais oui, non. Non, parce que si j'aime pas quelqu'un, je vais pas du tout avoir envie d'écrire sur lui ou de lui trouver des qualités. Ça me paraît impossible. Vraiment, si je te déteste du fond de moi-même, je ne te trouve pas de qualité. Mais oui, parce que genre, je pense que oui, les choses que je n'aime pas naturellement chez les gens, je vais les réutiliser pour des personnages que je n'aime pas non plus. C'est-à-dire que moi, ce que je déteste, par exemple, c'est le mépris. C'est un truc qui me dérange. Genre, les gens méprisants qui se pensent au-dessus, c'est vraiment un truc que je vais réutiliser dans les personnages que j'aime pas. Genre, mais forcément, je vais utiliser ce qui me met mal à l'aise, mais pas forcément ce que je déteste. Genre, il y a des gens que je déteste pas forcément, mais que je trouve méprisants et ça me met mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, moi, vraiment, la détestation me fait vraiment juste ignorer et du coup, je vais pas utiliser ces personnages-là, enfin, ces gens-là de la vraie vie, pour mes personnages. Voilà. Que dirais-tu à l'auteur que tu étais il y a 5 ans? Et à l'inverse, que dirais-tu à l'auteur que tu seras dans 10 ans? Je pense que je ne me parlerai pas. Je vais continuer dans ma lancée de... Je veux surtout pas influer en fait. Et du coup, je ne veux pas influer la personne que j'étais il y a 5 ans. Surtout que, autant il y a 10 ans qu'il y a 5 ans, je suis trois personnes différentes. Il y a 10 ans, j'écrivais vraiment des choses hyper dures, hyper violentes. Parce que j'étais hyper traumatisée et que j'avais besoin d'expulser des trucs. J'avais 11 ans, j'écrivais mieux qu'aujourd'hui. Je pense que je n'ai jamais aussi bien écrit qu'entre mes 11 et mes 13 ans. Voilà. Tout simplement, après on parlera pas des fautes d'orthographe, j'en sais beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais en tout cas la qualité même de ce que j'écrivais était incroyable pour moi. Et il y a 5 ans, donc j'avais 16-17 ans, là j'ai écrit, enfin du coup juste après, mais j'ai commencé à penser à un livre et du coup j'ai écrit mon premier ouvrage qui est pas ouf, mais qui m'a fait grandir. Donc si aujourd'hui j'arrivais en lui disant que je pense que ce qu'elle est en train de faire c'est pas ouf, elle le ferait pas. Donc je veux surtout pas lui parler parce que je veux lui laisser la possibilité de faire ce qu'elle est en train de faire. Tout simplement. Voilà. Mais du coup, genre, je veux absolument pas influer sur ces personnages qui étaient d'autres personnes en termes d'écriture. Genre, j'ai tellement changé, et c'est pas forcément que de l'évolution, c'est du changement. Parce que ce que je faisais il y a 10 ans, c'était génial. Mais c'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui. Et heureusement, j'ai juste plus la douleur en moi que j'avais il y a 10 ans. Je vais pas m'en plaindre. Voilà. Et dans 10 ans, je ne sais pas qui je serai, je ne sais pas ce que je vais faire, et je veux surtout pas influer sur elle non plus, parce qu'elle saura qui elle sera. Et elle écrira comme elle écrit. Et tant pis. Je veux vraiment pas savoir, tout simplement. Comment es-tu passé de polar à fantasy? Donc pour ceux qui ne savent pas, mon premier roman c'était un polar et aujourd'hui j'écris un fantasy. Comment tes idées de livres te viennent et comment tu décides de les exploiter? Alors comment je suis passée de l'un à l'autre? En évoluant sur mon style de lecture, j'ai évolué sur mon style d'écriture. Voilà, tout simplement. Vu qu'avant je lisais principalement du polar, écrire un polar ça m'est venu instinctivement. Puisqu'aujourd'hui je préfère largement tout ce qui est dystopique, fantastique et fantasy, ça m'est venu assez naturellement d'en écrire un aussi. Puis voilà, et pareil, du coup, par rapport à la suite, comment mes idées de livres me viennent? Elles me viennent, je ne sais pas. Et du coup, si c'est un polar, je vais écrire un polar. Si c'est un fantasy qui me vient, je vais écrire un fantasy. Voilà. Et comment je décide de les exploiter? En fait, c'est tout con, mais genre, moi, ça peut m'arriver à n'importe quel moment de penser à un truc et me dire, putain, ce serait une bête d'idée pour un roman, je vais l'écrire.
Et des fois, je vais juste oublier la note, retomber dessus 5 ans plus tard et me dire, waouh, qu'est-ce que c'était cette idée de merde. Et d'autres fois, je vais y penser, je vais me dire, putain, j'ai écrit ça l'autre jour à 2 heures, c'est génial, il faut que je le garde. Et par exemple, là, dans mon roman, des fois, je pense à des trucs qui pourraient être génial de rajouter, mais j'ai pas non plus envie d'influer sur le truc. Parce qu'à la base, il y a quand même des idées qu'il faut garder. C'est pour ça qu'il y a une frise chronologique d'ailleurs, parce qu'à l'époque où il n'y en avait pas, si une idée de génie me venait, j'allais l'écrire tout de suite, ça n'avait aucun sens. Donc non, mais du coup maintenant j'ai des pages de mon carnet qui sont vraiment prévues pour mes idées un peu farfelues qui m'arrivent un peu n'importe quand, et je décide de les exploiter ou non dans mon roman actuel, ou de les exploiter plus tard dans un autre roman, mais du coup je les garde toutes, et si jamais j'ai quelque chose à en faire, bah je m'en fais, et parfois ça découle sur des trucs de fou quoi. Voilà, et c'est vraiment tout ce que j'ai hein, pour vous répondre. On m'a redemandé d'où est venue l'idée de ton prochain livre, mais là on avait une petite parenthèse où c'était sur mes persos ou sur l'univers. L'univers, je dirais que c'est le monde actuel, parce que autant je suis sûre d'un roman complètement fantasy dans un autre univers, autant c'est vraiment ce monde-là qui m'a inspirée, et vous comprendrez vu que c'est des trucs sur les êtres robotisés qui obéissent à l'État un peu aveuglément. Et au terme de personnages, je ne sais pas vraiment, pour le coup. Mes personnages, en fait, je les ai écrits, j'ai vraiment pensé à quoi ils ressemblaient, et après je suis allée voir Avatar 2 au cinéma. Ça date, hein, le début d'écriture de mon livre, hein, parce qu'Avatar 2, ça fait longtemps, hein, je suis même allée voir le 3 depuis. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un gros point commun entre les persos d'Avatar et mes persos. Parce que mes persos sont très grands et sont bleus, avec des cheveux bruns tressés, pour la plupart. Alors, ils sont pas bleu-bleu comme les avatars, ils sont bleus très clairs. C'est genre un beige qui tire vraiment vers le bleu. Et ils sont bleus parce qu'ils sont imperméables. Rien à voir avec Avatar. Hein. Mais du coup, ça m'a. Je me suis dit, putain, ouais, c'est dingue, il y a des rapports. Il y a des trucs qui. Par exemple, quand on voit la main du petit humain dans la main d'un avatar, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus petite. Et ça, c'est une image que j'ai vachement dans mon livre parce que bah, mon humaine est un tout petit peu plus petite. Il n'y a pas un écart comme les avatars, il y a un écart. Voilà. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait cette inspiration, mais c'était pas du tout une inspiration parce que moi j'avais juste vu Avatar 1 il y a un millénaire, et c'est quand je suis allée voir Avatar 2 que j'ai réalisé qu'il y avait un lien. Mais avant ça, je m'en étais même pas rendu compte. Voilà. Et ben, il n'y a plus de questions. Je suis contente des petites questions que vous m'avez posées. C'était super sympa. J'adore parler de moi. Du coup, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des bisous. À la prochaine.